Dans cette vidéo, on va découvrir ce que sont les gaz parfaits et comment est-ce qu'on peut les étudier facilement. C'est quoi un gaz ? Petit rappel des états de la matière que vous devriez avoir vu il y a très longtemps. Un solide, c'est un état de la matière où les différentes particules qui constituent ce solide sont collées les unes aux autres et sont très bien ordonnées. Ça veut dire que les particules bougent très peu. Dans un liquide, les particules se touchent, mais elles sont beaucoup moins ordonnées et elles peuvent rouler les unes sur les autres. Il y a du mouvement qui est beaucoup plus facile dans un liquide que dans un solide. Mais un gaz, les différentes particules sont super loin les unes des autres et elles bougent dans tous les sens, un peu n'importe comment. Et du coup, les propriétés des gaz sont bien particulières et sont fortement différentes des propriétés des liquides et des solides. Alors qu'est-ce que vous pouvez connaître comme gaz ? Il y a en fait énormément de molécules dont vous avez sûrement déjà entendu parler qui sont des gaz. Tous les gaz nobles qui sont à la dernière colonne du tableau périodique, où on retrouve le néon, l'hélium, l'argon, krypton, etc. On retrouve aussi énormément de molécules diatomiques, telles que le dihydrogène, le dioxygène, que vous respirez tous, le diazote, que vous respirez aussi, même si c'est pas aussi important que le dioxygène, mais qui est présent dans l'air. Le dichlore, que j'espère que vous ne respirez pas, sinon vous allez mourir. Le difluor, et tout un tas d'autres molécules diatomiques. On retrouve aussi énormément d'oxydes non métalliques, tels que le dioxyde de carbone, ou le monoxyde de carbone, qui est beaucoup plus toxique. Les oxydes de soufre, tels que SO2 ou SO3. Les oxydes d'azote, tels que NO2, etc., dont beaucoup sont des polluants de l'atmosphère. On retrouve aussi certains acides très légers, tels que HCl, HF, H2S, sulfure d'hydrogène qui ne sent pas très bon, c'est typiquement l'odeur des œufs pourris, ou encore l'ammoniac, qui est un gaz dont vous avez peut-être entendu parler, qui ne vaut mieux pas respirer non plus. Bref, il y a énormément de molécules qui sont gazeuses, et donc c'est important de comprendre comment fonctionnent ces composés. Pour étudier les gaz, on va utiliser un modèle qu'on appelle le modèle des gaz parfaits. Et c'est uniquement selon ce modèle-là qu'on va aborder les gaz dès qu'on parle de gaz, tant qu'on est à l'école secondaire. Une fois qu'on fait des études universitaires et qu'on fait de la chimie, on va étudier d'autres modèles de gaz, mais tant qu'on est en secondaire, on va toujours parler des gaz parfaits. Oui, mais du coup, c'est quoi un gaz parfait ? Un gaz parfait, c'est un modèle de gaz qui simplifie le comportement des gaz. Et donc, pour correspondre à un gaz parfait, on considère que les particules d'un gaz parfait n'interagissent pas entre elles, sauf par collision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si c'est des particules qui seraient chargées, elles ne se repoussent pas, elles ne s'attirent pas. Dès qu'elles se rencontrent, il y a un choc, il y a une collision, et c'est tout. Et la deuxième règle que suivent ces particules hypothétiques d'un gaz parfait, c'est que ces particules, elles n'ont pas de volume. Et donc on sait bien que c'est faux, des particules, ça a un volume, mais c'est une simplification pour nous faciliter la vie après. Et donc quand on étudie des gaz parfaits, il faut garder quelque part dans sa mémoire qu'en fait, c'est un modèle simplifié. Ce qui va être intéressant de regarder quand on veut étudier les gaz parfaits, c'est de regarder à quel point les différents paramètres qui caractérisent un gaz évoluent les uns par rapport aux autres. Et on peut donc regarder par exemple comment évoluent la pression, la température, le volume et le nombre de moles. Je peux par exemple me demander comment le volume d'un gaz évolue en fonction de la pression de ce gaz. Alors pour faire ça, on peut imaginer une seringue avec un piston, et à l'intérieur de cette seringue, on a un gaz, ici que j'ai représenté par des petites particules roses. Qu'est-ce qui se passe si je diminue le volume disponible pour ce gaz ? Donc je pousse le piston dans la seringue, et le gaz aura donc moins de place. Si vous mettez votre doigt ici au bout, vous avez déjà sûrement tous fait cette expérience, vous allez sentir que ça pousse. Alors quand ça pousse là-bas au bout, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est la pression qui est en train d'augmenter. Donc on sent que la pression augmente si jamais le volume est en train de diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la pression est inversement proportionnelle au volume dans un gaz. Donc plutôt que d'écrire ça en français, je peux écrire une loi mathématique qui me dit que la pression est proportionnelle à l'inverse du volume. Donc est inversement proportionnelle au volume. Je peux réécrire ceci d'une autre manière, je peux dire que la pression multipliée par le volume, c'est égal à une constante. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la loi de Boyle ou la loi de Boyle-Mariotte. Alors c'est pas le nom de la loi qui est le plus intéressant à retenir, c'est vraiment la loi en tant que telle. Donc là on a trouvé la relation entre la pression et le volume d'un gaz. Regardons maintenant comment le volume va évoluer en fonction de la température. Cette fois-ci, imaginons un ballon de baudruche fermé par exemple, dans lequel je mets un gaz. Donc ce ballon est à une certaine pression, qu'on va garder stable. Ce ballon a un certain volume et est à une certaine température. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je chauffe ce ballon ? La température va augmenter.
Lorsque la température augmente, les particules qui sont à l'intérieur de ce ballon vont bouger encore plus vite. Et du coup, pour que la pression à l'intérieur du ballon soit maintenue constante, il faut que le volume du ballon augmente. Le ballon va être plus grand, avec toujours le même nombre de particules dans ce ballon, mais comme elle se déplace plus vite, la pression totale va être maintenue constante. À pression constante, si la température augmente, alors le volume augmente aussi. On peut dire que la température est proportionnelle au volume d'un gaz. Et si je veux l'écrire de manière mathématique, la température est proportionnelle au volume. Je peux donc écrire que T divisé par V est une constante. Et cette loi, c'est la loi de Charles. Je vais maintenant comparer la relation entre le volume d'un gaz et le nombre de moles dans ce gaz. Je peux reprendre le même ballon que précédemment, dans lequel je vais mettre, on va dire, 10 particules ou 10 moles de gaz. Donc ce premier ballon a un certain volume, a une certaine pression, et contient 10 moles de gaz. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je rajoute des nouvelles particules de ce gaz ? Eh bien, si je mets plus de particules de gaz dans le ballon, le gaz va prendre plus de place pour qu'au total la pression reste constante. Donc j'ai rajouté 10 nouvelles particules de gaz, j'ai donc au total 20 particules ou 20 moles de gaz, et mon ballon a donc doublé de taille. Donc on constate qu'à pression constante, si le nombre de moles augmente, si je mets plus de moles, alors le volume va augmenter également. Le volume est donc proportionnel au nombre de moles de gaz. Je peux écrire ça sous forme de loi mathématique. Le volume est proportionnel au nombre de moles. Ou encore, le volume divisé par le nombre de moles est une constante. Et cette loi, c'est la loi d'Avogadro. On a donc vu 3 lois différentes qui permettent de relier les 4 paramètres qui caractérisent un gaz, la pression, la température, le volume et le nombre de moles. Je peux les résumer ici. Et maintenant, je peux essayer d'exprimer ces 3 lois en une seule. Donc si je réunis ces 3 lois sous une seule loi mathématique, j'obtiens que la pression fois le volume, la pression est inversement proportionnelle au volume, comme nous le dit Boyle, est égale à la température fois le nombre de moles fois une certaine constante. Cette constante, je vais l'appeler R. C'est la constante des gaz parfaits. Ne me demandez pas pourquoi c'est R, je n'en ai pas la moindre idée. Cette constante R prend la valeur de 0,082. Et quelles sont les unités là derrière ? Eh bien, ce sont des litres fois des atmosphères divisés par des moles et des kelvins. Alors vous pouvez peut-être, si vous êtes plutôt du côté des physiciens, utiliser une valeur de R qui est légèrement différente, mais du coup les unités seront différentes aussi. R peut être égal à 8,314, mais du coup ça veut dire que vous exprimez le volume en mètres cubes, la pression en pascal, et toujours le nombre de moles en moles et la température en kelvin. Ça ne change pas. En tant que chimiste, on préfère en général utiliser les litres et les atmosphères, on utilise plus souvent la valeur de 0,082. Et donc si je réécris cette formule sous la forme que tout le monde connaît, c'est P fois V égale N fois R fois T. Et PV égale nRT, c'est ça qu'on appelle la loi des gaz parfaits. C'est une loi qui est super pratique pour convertir chaque fois des nombres de moles en un volume. La seule astuce où il ne faut pas se faire avoir, c'est d'utiliser les bonnes unités, parce qu'on peut vous donner une pression, un volume et une température dans différentes unités. Donc toujours utiliser les kelvins pour la température, et en fonction de la valeur de R que vous allez utiliser, il faut mettre le volume en litres et la pression en atmosphère, ou bien le volume en mètres cubes et la pression en pascal. Pour se simplifier la vie, les chimistes ont défini 2 conditions de référence qu'on utilise dans la majorité du temps lorsqu'on est au laboratoire ou lorsqu'on fait des exercices. La première condition de référence, ce sont les conditions normales de température et pression, mieux connues sous le nom de CNTP. Quand on te dit dans un exercice que tu es aux conditions normales de température et de pression, ça veut dire que ta température est de 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273 Kelvin, et que ta pression est de 1 atmosphère. Du coup, dans la loi des gaz parfaits, tu connais de toute façon la pression et la température. Tu peux du coup utiliser la loi des gaz parfaits pour calculer le volume qu'occupe ton gaz si tu connais le nombre de moles de gaz. Et donc par exemple, si tu veux savoir le volume que va occuper une mole de diazote, tu peux utiliser PV égale nRT en isolant le volume, et donc le volume sera égal à N fois R fois T divisé par la pression, c'est-à-dire une mole fois 0,082, la valeur de la constante des gaz parfaits, R, fois la température en Kelvin,
273 divisé par la pression. Et tu obtiens 22,4 litres. Cette valeur 22,4 litres, c'est une valeur qui est importante à connaître parce que c'est en fait ce qu'on appelle le volume molaire d'un gaz parfait. Tu as ici calculé le volume d'une mole et on peut également appeler le volume d'une mole le volume molaire. Et ce qui est super chouette, c'est que le volume d'une mole, le volume molaire, c'est le même pour tous les gaz parfaits si tu es dans les mêmes conditions. Et donc ici, aux conditions normales de température et de pression, une mole de n'importe quel gaz parfait occupera toujours 22,4 litres. Les deuxièmes conditions qui sont souvent utilisées, ce sont les conditions standards de température et pression, autrement dit CSTP. Et cette fois-ci, tu as une température de 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 298 Kelvin, ou 298,15 si tu veux être précis, et tu es toujours à une pression de 1 atmosphère. Puisqu'en pratique, on sera à peu près tout le temps sur la Terre, tant qu'on est au niveau de la mer, et qu'on n'est pas sous l'eau ou au sommet d'une montagne, on sera toujours autour de 1 atmosphère. Donc je peux refaire le même procédé. Je peux faire le même procédé et calculer le volume molaire aux conditions standards de température et pression. Si je fais ce calcul, j'ai donc une mole fois 0,082 fois la température qui est maintenant de 298 Kelvin divisé par 1 et j'obtiens cette fois-ci un volume molaire de 24,4 litres. Donc on se souvient de ce qu'on a dit juste avant, et la température étant plus élevée, le volume d'une mole de gaz, le volume molaire, va être plus élevé quand on est à 25 degrés qu'à 0 degrés Celsius. Donc ce volume molaire peut être utilisé pour se simplifier plein de calculs, parce qu'en fait, dans beaucoup d'exercices, on va vous dire on est à CSTP ou on est à CNTP, et du coup pas besoin d'utiliser toute la formule des gaz parfaits, on peut simplement utiliser le volume molaire pour calculer le volume correspondant à un certain nombre de moles. Ok, si on a réussi à mettre tous ces paramètres en une seule loi, la loi des gaz parfaits, est-ce qu'il faut vraiment s'embêter à apprendre la loi de Boyle, la loi de Charles et la loi d'Avogadro séparément? Eh bien en fait, ça dépend des exercices qu'on te demande de résoudre, parce qu'on ne va pas utiliser la loi des gaz parfaits dans tous les cas. Imaginons par exemple que j'ai un exercice où je dois comparer le volume d'un gaz au début, hop, j'ai un gaz dans un ballon, et puis j'ai une deuxième situation où j'ai de nouveau ce gaz. On me donne comme donnée qu'au départ, le volume numéro 1, c'est 2 litres par exemple. Et je sais que là-dedans, j'ai une pression initiale, une pression 1 de 0,5 atmosphère. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, maintenant que mon ballon il fait 2,5 litres, quelle est la pression qui règne au sein de mon ballon? Je pourrais tout à fait le résoudre avec PV égale nRT, mais il y a beaucoup plus facile et plus direct. J'ai ici un lien entre la pression et le volume, donc je vais aller chercher la loi qui me fait le lien entre la pression et le volume. Et c'est la loi de Boyle, qui me dit que la pression fois le volume donne une constante. Donc je peux écrire que la pression numéro 1 fois le volume numéro 1 me donne une constante, et je peux aussi écrire que cette constante est égale à la pression numéro 2 fois le volume numéro 2. Et du coup, cette constante, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Je peux l'enlever de mon équation et écrire simplement que P1 fois V1 égale P2 fois V2. Et comment est-ce que je cherche CP2? Je peux isoler P2 et le calculer en faisant P1 fois V1 divisé par V2. Donc ici, 0,5 atmosphères fois 2 litres divisé par 2,5 litres, ce qui me donne 0,4 atmosphères. Alors j'ai une pression finale qui est plus petite que la pression initiale, ce qui est normal vu que j'ai agrandi le volume. Et donc les différentes lois de Boyle, Charles et Avogadro sont utilisées pour résoudre des exercices où il y a à chaque fois une comparaison entre une situation initiale et une situation finale, et où je n'ai que deux paramètres qui varient. Les exercices où je vais avoir besoin d'utiliser la loi des gaz parfaits prennent en compte juste une situation dans laquelle il nous manque une donnée parmi la pression, le volume, la température et le nombre de moles. Je pourrais par exemple résoudre comme exercice celui-ci. Une réaction effectuée à 50 degrés Celsius et sous une pression de 1,2 atmosphère libère 3,5 litres de gaz. À combien de moles cela correspond-il? Donc on voit ici que j'ai une température, une pression et un volume. Donc j'ai trois données et on me demande de calculer la quatrième, le nombre de moles. Pour cela, je vais utiliser du coup l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. Je vais isoler la donnée que je recherche, c'est-à-dire le nombre de moles, et je peux effectuer le calcul. La pression est de 1,2 atmosphère, le volume est de 3,5 litres, la constante des gaz parfaits est 0,082, puisque je suis en litres et en atmosphère, et la température, attention, c'est pas 50 degrés Celsius, il faut le mettre en Kelvin,
donc 273 plus 50, ça nous donnera la température en Kelvin. J'effectue le calcul et j'obtiens 0,16 moles. Voilà du coup une application de la loi des gaz parfaits. Si j'avais eu le même problème mais à une condition de référence, on va voir que ça aurait pu être beaucoup plus simple. Une réaction effectuée à CSTP libère 3,5 litres de gaz. À combien de moles cela correspond-il? Donc ici on voit que dans nos données sont légèrement différentes et dans CSTP j'ai la température et la pression. Donc il y a deux données cachées là-dedans. Je connais le volume et je cherche de nouveau le nombre de moles. Je pourrais y arriver tout à fait normalement par PV égale nRT, mais je peux aussi utiliser le volume molaire. On sait que le volume molaire à CSTP, c'est 24,4 litres. Ça veut dire qu'une mole de gaz occupe 24,4 litres. Pour trouver le nombre de moles de gaz, il me suffit de diviser le volume par le volume molaire. Donc 3,5 divisé par 24,4. J'obtiens un nombre de moles de 0,14. Alors c'est normal que ce n'est pas exactement la même chose que précédemment, vu que je ne suis pas exactement dans les mêmes conditions. Pour terminer, je vous laisse avec un résumé de tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez retenir concernant les gaz parfaits. Donc il y a les trois lois de Boyle, de Charles et d'Avogadro qui servent à comparer deux situations. Il y a la loi des gaz parfaits avec la constante des gaz parfaits R qu'il faut retenir par cœur. Il y a les deux conditions de référence, CSTP et CNTP, avec leur volume molaire à chacun. Et puis il y a le petit truc pour se souvenir comment passer d'un volume à un nombre de moles pour un gaz en utilisant le volume molaire, mais qui ne fonctionne que lorsqu'on est à CSTP ou à CNTP. Voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir tout le chapitre sur les gaz parfaits.